Bonjour, voilà, il est 17h29, donc je vous ai donné rendez-vous à 17h30. Alors, est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, pour le moment, voilà, il n'y a encore personne. Voilà. Le direct va commencer. Sami, Sam. Oui, très bien. Myriam, bonjour de Montréal. Ah, Montréal. J'espère que vous êtes bien là-bas. Ferial, Silouit, Zino Ben, bonjour. Aberkitch, Samia Arabe, toujours fidèle, bravo. Hein. Karima Rahou, bonjour. Alors, Rediez, hello. David Brio, bonjour. Maali Zahraoui, bonjour de Marrakech. Ah. Eh oui. Sami Sam, bonjour. Ihsan San, bonjour. Nanous Sti, bonjour. Merci Nomar, bonjour. Zakaria Le Hilali, bonjour de Rabat. La Assima. Nourdin Ben Sheikh Narbi, bonjour. Adel Hamoudi, bonjour. Hamza Merwani, bonjour. Loukinou Ambrinet, bonjour. Rizlen dit bonjour à tout le monde, c'est gentil. Yannick Becht, bonjour. Ahmed Touzani, bonjour de Bruxelles. Très bien, bon. Massim Islam, pardon. Ali Boudiaf, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions qui tournent autour du Proche-Orient. Alexandre Bertouzzi, bonjour de Lausanne. C'est une ville que j'aimerais découvrir un jour, j'aimerais bien. Hélène Grévin, Salam Kiouya. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle va nous l'expliquer. Donc, comme vous savez, je réponds aux questions, n'est-ce pas? Abel Ila, bonjour. Samia Aram. Ah, ouais, c'est pas mal. Oui, que pensez-vous de la dernière lubie d'Israël d'interdire l'appel à la prière? Très bien. Écoutez, comme je vais parler de... vous avez vu la carte que j'ai publiée en vous donnant rendez-vous. Donc, c'est la carte d'Israël et tout, ou du Grand Israël, si vous préférez, puisque nous y allons. Et donc, j'essaierai d'inclure cette question. Oh, je peux commencer par là, c'est-à-dire en fait, c'est Israël se déclare, enfin, il rêve d'être un État juif et démocratique. Et en fait, c'est antinomique, c'est-à-dire on ne peut pas être un État juif, c'est-à-dire qui favorise les juifs, c'est-à-dire un État où tout est juif, les jours de congé, les fêtes, la langue, etc. Et démocratique, ça veut dire le pays de tous les citoyens. Voilà. On sait très bien que les Arabes israéliens ne font pas d'études, par exemple, des études d'ingénieurs, d'économistes, etc., parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance de travailler dans le secteur israélien, de pointe. Voilà. Et vous savez qu'en Israël, on regarde toujours le carnet militaire, et comme les Arabes ne sont pas soumis au régime militaire, d'ailleurs ils n'en veulent pas, et donc ils n'ont pas droit à pas mal d'avantages. Et donc l'interdiction de l'appel à la prière, c'est une façon, comment dire, c'est une mesure discriminatoire pour obliger les musulmans à se soumettre à cet État. En fait, l'État juif, Israël, comment dire,
se libère de plus en plus de toutes les contraintes de l'égalité. Voilà. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, tout cela ça aurait été inimaginable. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le régime fasciste et d'apartheid qui s'installe et qui s'installe de manière tout à fait légale et légitime. Et il l'impose, voilà. Donc c'est pas étonnant, c'est-à-dire ça va dans l'esprit de l'évolution de cet État qui veut humilier sa minorité, voilà, et éventuellement la pousser à partir. En fait, quel est le but d'Israël? Et d'ailleurs, il y a beaucoup il y a pas mal d'Arabes israéliens qui s'en vont parce qu'ils n'ont pas d'avenir dans ce pays. C'est-à-dire qu'il faut un diplôme universitaire, ils se disent qu'est-ce que je vais faire ici? Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui... Vous savez, dans les années 50 et 60, le système, il y avait ce qu'on appelle les Arabes israéliens étaient soumis à un régime militaire jusqu'en 1965. C'est-à-dire, les Arabes israéliens étaient soumis à un couvre-feu, et quand ils se déplaçaient d'une ville à l'autre, ils devaient demander l'autorisation, enfin, vraiment un régime militaire, voilà. Uniquement pour des citoyens soi-disant israéliens. Et donc, en fait, tous ces harcèlements, parfois, quand il y avait des avocats remuants, des syndicalistes, on leur disait, ils étaient par exemple obligés, moi je me souviens avoir lu l'histoire d'un type qui était assigné à résidence, comme ça pour rien, et lorsqu'il devait aller chez le dentiste à Haïfa, à une ville, mettons, d'une vingtaine de kilomètres, il devait demander l'autorisation d'aller dans cette ville, et on lui disait, bon, vous avez 3 heures. Il faut que vous fassiez le nécessaire. Sinon, c'est le jugement, la prison, etc. Et ça, c'était des citoyens à qui on ne reprochait rien du tout. Et donc, en fait, à un moment donné, on leur disait, écoutez, si vous voulez partir, on peut vous aider même à obtenir des papiers au Canada, etc. Et donc, tout ce harcèlement vise à rendre la vie des Arabes israéliens ou des Arabes palestiniens aussi, en Cisjordanie, un enfer. Bon, eh bien, cher François, je salue votre persévérance. Rim Halima, bonjour. Alors, donc, je vais répondre à quelques questions sur la région, je vais vous les citer. Je ne sais pas comment je vais répondre, c'est-à-dire de manière... par quoi je vais commencer, mais je sais par quoi je vais commencer. Mais je vais vous citer. Fatima Ben Ali me pose la question du privilège nucléaire israélien. Samia Arabe me demande est-ce que l'Iran fait-il réellement peur à Israël? Sofiane Geroudi m'a posé une question un peu curieuse. Enfin, je vais essayer de répondre. Est-il possible que la Syrie, le Liban ou l'Iran annexent la Palestine? Bon, je vais essayer d'y répondre. Et il me demande si Ahmadinejad devient président. Parce que effectivement, il y a une possibilité que Ahmadinejad, ayant fait ses mandats, ne pouvait plus être réélu, mais il peut revenir à la prochaine élection. Alors, Kamel Loumassine me demande, est-ce que le Hezbollah est sorti renforcé de son implication en Syrie? Laurent Mosé me demande, le Grand Israël, fantasme ou réalité? Mouni Hart me demande, le projet militaire Israël-Arabie. Et Marwan Pasqua me demande, serons-nous témoins de la chute libre d'Israël? Bon, je vais essayer de répondre à ces questions, et elles se touchent. Mais je voudrais d'abord vous dire, j'ai publié un tweet, bon, je m'essaye un peu de temps en temps, pour, me moquer de Mahmoud Abbas, que Trump a appelé hier. Hein. Il a pris son téléphone, il a appelé Mahmoud Abbas. Quel honneur! Mahmoud Abbas devait être aux anges. Il a dû lui dire Mr. President.
Et donc, en fait, voilà, Trump veut inviter Mahmoud Abbas à Washington. Donc, les Palestiniens jubilent. Bon. Moi, à leur place, quand je parle des Palestiniens, comprenez, je ne parle pas du peuple, malheureusement, qui est soumis, qui n'a pas droit à la parole, et qui est humilié et oppressé et par les Israéliens et par les militaires palestiniens. Je parle des dirigeants, je parle de cette nomenclatura palestinienne qui profite des avantages colossaux offerts par l'Europe, des centaines de millions qui se déversent chaque année pour jouer le jeu de leur maître sioniste. Voilà. Et ça, c'est écœurant. Donc Trump a pris son téléphone et il a appelé Mahmoud Abbas. Ça ne sonnait pas occupé. Et il l'a invité à venir à Washington. Pourquoi faire? Pour reprendre des négociations. Donc, vous savez que ça fait 25 ans que les négociations durent. C'est-à-dire, il y a des négociations, et puis ça s'arrête, et puis ça reprend, et puis ça s'arrête, et puis ça reprend, et puis ça s'arrête. En fait, pourquoi c'est si difficile? Parce que entre Israël et l'Égypte, Israël a bien lâché le Sinaï. C'est un gros morceau quand même. Mais c'est parce que en 6 mois, ils ont trouvé la paix. Parce qu'on connaissait les éléments. Vous rendez le Sinaï et vous obtenez en contrepartie tant et tant et tant. Voilà. Mais en fait, les Palestiniens, ils se font rouler dans la farine. Et avec leur accord. Hein. C'est-à-dire qu'ils font semblant de négocier. Mouvement d'hélicoptères, atterrissage d'avions, etc. Vous vous souvenez, enfin, je ne sais pas pour ceux qui peuvent se souvenir que en 1999, Yasser Arafat et comment il s'appelle, Ehud Barak, le Premier ministre travailliste. À l'époque, le gouvernement était encore un peu centriste. Ils se sont retrouvés à Camp David, c'est-à-dire dans une espèce de résidence d'été des présidents américains, pendant 4-5 jours, et ils ont discuté, voilà, avec Bill Clinton. Ils ont discuté pendant 4-5 jours, et évidemment, rien n'est sorti de là. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Israël n'a pas l'intention de rendre la Cisjordanie. Voilà. Mais comment le dire aux Palestiniens? Enfin, c'est pas possible. Comment leur faire entrer ça dans le crâne? Pourtant, c'est évident. Au moment des accords d'Oslo, il y avait 150 000 colons. Aujourd'hui, il y a 650 000 colons. Donc, en 25 ans de négociations, le nombre des colons a été multiplié par 400, 4 fois, 400%. Et ça continue, mais les Palestiniens continuent à négocier. Bon. En fait, c'est un jeu auquel les Palestiniens se soumettent en contrepartie des avantages qu'ils reçoivent. Enfin, des dirigeants, évidemment. Ces dirigeants corrompus et pourris. Et donc, ils vont probablement, peut-être dans 6 mois, reprendre les négociations, ils vont se rencontrer et dire voilà, etc. Alors, qu'est-ce qui était arrivé en 99? En fait, c'était un coup monté par les sionistes avec la complicité des Américains. Parce que si vous tapez sur Google, par exemple, la conférence de Camp David des négociations, on a fait tomber l'échec des négociations sur les Palestiniens. Parce que Ehud Barak, à l'issue de ces 4-5 jours de marathon de négociations, il a dit « Nous avons proposé 93% de la Cisjordanie aux Palestiniens. » Et ils n'ont pas voulu. 93%. Alors que les Palestiniens se contenteraient de 40 ou 50%, les malheureux. Mais bon. Et donc, en fait, et tout le monde a été convaincu, puisque, comment dire, parce que les médias appartiennent à qui? Qui contrôle les médias? Donc, Yasser Arafat peut dire ce qu'il veut, il est inaudible. Et donc, finalement, ces négociations ont servi à faire entrer dans la tête
d'abord des Israéliens, qu'il est impossible de faire la paix avec les Arabes, que de toute façon il n'y a rien à attendre. Et deuxièmement, vis-à-vis du monde. C'est-à-dire, voilà, on leur a offert 93%. Comment ils ont refusé? Mais c'est pas possible. Alors moi, enfin à l'époque, j'étais pas sur Facebook malheureusement, mais j'avais dit quelque part, j'ai dit, mais pourquoi ils ne publient pas la carte de ces 93% qu'ils veulent donner? Évidemment. Et il y a un truc intéressant, c'est que Trump avait dit, au moment, enfin, parce qu'il veut relancer les négociations, en fait, c'est un coup fourré monté par les sionistes et l'Amérique. Parce que les Israéliens veulent des exigences pour assurer leur sécurité dans un futur accord. Vous savez que les Israéliens, à cause de la Shoah, n'est-ce pas, enfin, ils sont fragiles, ils sont terriblement faibles et fragiles, ils sont à la merci de ces méchants Palestiniens qui possèdent des F-35, des bombes atomiques, etc. Donc ils veulent des assurances pour leur sécurité. Mais en fait, c'est quoi quand vous entendez des exigences, et vous allez l'entendre de la bouche même des Français, ou des Anglais, ou des Allemands, quand vous entendez les sionistes dire nous voulons des mesures pour assurer notre sécurité, c'est quoi? C'est-à-dire, ils veulent que le futur Bantoustan palestinien, puisqu'on ne peut pas l'appeler État, enfin, si Bantoustan il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, je les invite à aller sur Google et taper Bantoustan. Si Bantoustan palestinien il y a, il faudrait pas qu'il soit maître de ses frontières. C'est-à-dire, il y a tout le mur qui entoure la Cisjordanie, et à l'est, vous avez le Jourdain. Or, la vallée du Jourdain a été annexée, enfin, elle n'est pas annexée, mais disons, les Palestiniens qui y vivaient ont été chassés, et aujourd'hui, elle est occupée par les militaires israéliens et par des agriculteurs israéliens, ou par des colonies israéliennes. Et donc les Israéliens disent, on ne peut pas rendre la rive du Jourdain. Vous imaginez, s'il y a des terroristes qui rentrent. Donc, il faut contrôler tous ceux qui rentrent et sortent dans le Bantoustan palestinien. Il faut aussi contrôler l'espace aérien. Parce que vous imaginez, si un drone terroriste survole la Palestine, enfin le Bantoustan indépendant palestinien, quelle catastrophe. Et donc en fait, il faut que les 650 000 colons restent en Cisjordanie. Attention, écoutez bien ça. Et vous savez, ce qui est drôle avec... Moi j'invite toujours les Arabes, enfin et les autres, à copier sur les sionistes, parce qu'ils ont des instruments de propagande fantastiques. Dans 100 ans, on dira, mais comment ce pays a pu rouler le monde? Mais bon. Vous savez que les nazis, quand ils voulaient se débarrasser des Juifs, ils avaient utilisé une expression qui s'appelait l'Allemagne Judenfrei, l'Autriche Judenfrei, Europa Judenfrei. C'est-à-dire une Europe sans Juifs, une Allemagne sans Juifs. Bon, très bien. Et les sionistes ont repris cet argument en leur faveur. C'est-à-dire, ils disent, regardez les Palestiniens, ils veulent chasser les colons de Cisjordanie. Ça veut dire qu'ils veulent une Cisjordanie, une Palestine Judenfrei, comme les nazis. Enfin, c'est de quoi effrayer le monde. Donc, voilà toutes ces subtilités, entre guillemets, pour dire que malheureusement, nous allons assister à un ballet diplomatique pendant 1 an ou 2 et qui n'aboutira à rien, qu'à retarder encore l'échéance jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, que les Palestiniens se diront, bon, après tout, il n'y a plus rien à faire, comme je les invite depuis des années, comme d'autres les invitent, à dire aux Israéliens, occupez tout et nous voulons un homme une femme. Alors, donc, est-il... Bon, je vais... Comment dire? Je vais répondre
à Samia Aram, qui me dit l'Iran fait-il réellement peur à Israël? Non, pas du tout. Parce que, franchement, Israël, dans la région, est la plus grande puissance militaire, même sans les bombes atomiques. Enfin, je veux dire, Israël possède entre 200 et 300 bombes atomiques. Ça veut dire qu'Israël peut réduire l'Iran en poussière. Voilà, bon. L'Iran n'a jamais eu l'intention d'attaquer Israël. Mais Israël comment dire, développe toujours cette idée. Vous savez, qui contrôle les médias, contrôle la propagande et façonne les mentalités, façonne les esprits. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais avec un couple dont je suis proche, et tous les deux faisaient un doctorat en sciences politiques. C'est passé il y a 3-4 ans. Ahmadinejad, ou 5 ans, Ahmadinejad était président. Donc, il préparait un doctorat de sciences politiques. Et on a commencé à parler, comme ça, du Moyen-Orient, et à un moment donné, j'ai prononcé Ahmadinejad. Et voilà le garçon du couple qui prépare un doctorat de sciences politiques quand même. Et il fait « Ah, Ahmadinejad », comme si j'avais dit le diable. Voilà. Et ça marche, c'est ça le truc. C'est que le matraquage, pendant des années et des années, on fait d'Ahmadinejad un diable, un Hitler. Vous savez, Israël adore comparer ses ennemis à Hitler. Nasser a été qualifié d'Hitler à l'époque. Arafat a été qualifié d'Hitler. Ahmadinejad a été qualifié d'Hitler. Dieudonné est qualifié d'Hitler. Soral aussi. Vous savez, Soral, un jour, sa sœur avait écrit un livre et le présentateur, évidemment, elle a été invitée, comme elle tapait sur Soral, elle a été invitée sur tous les plateaux. Et un animateur lui demande quel effet ça fait d'être la sœur de Alain Hitler. Ben, je veux dire, c'est bon. Donc, pour répondre à la question, l'Iran ne fait pas peur à Israël, mais il faut développer cette peur. C'est-à-dire, il faut d'abord préparer le peuple israélien à la guerre. Le peuple israélien est toujours prêt à la guerre. On lui a mis dans le crâne qu'aucune paix n'était possible avec l'environnement. Donc, il fallait vivre dans la guerre. Et il est prêt. Enfin, je veux dire, de plus en plus, les gouvernements sont de plus en plus à droite, sont de plus en plus militaristes, sont de plus en plus mystiques, etc. Donc, le peuple israélien, enfin, je connais parce que j'ai beaucoup de membres de ma famille qui y vivent, ils sont, ils sont résignés à faire la guerre jusqu'à la fin. Voilà. Donc, il faut un ennemi. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis arabes. C'est-à-dire, il n'y a plus que le Hamas, quoi. Et le Hezbollah. Bon. Et donc, comment il s'appelle? Et donc, on veut créer une menace qui n'existe pas, en fait, la menace iranienne. Mais seulement l'Iran n'est pas un pays qui veut se soumettre à la Pax Israelana et à la Pax Americana dans la région. Voilà, l'Iran est une puissance régionale qui assume son statut de puissance régionale et qui veut affirmer son indépendance par rapport à l'Amérique et qui a son idéologie, etc. Et c'est pour ça qu'on lui en veut. Vous savez, n'oubliez pas une chose, l'Iran du Shah, au moment du Shah d'Iran, c'était le grand allié d'Israël. Pourquoi? Parce que l'Iran était pro-américain, pro-israélien, etc. et anti-arabe, et anti-Saddam Hussein. Donc ça n'a rien à voir avec l'Iran en soi. C'est ce régime que Israël n'accepte pas, enfin, parce qu'il lui tient tête. Voilà. Et donc, il faut qu'il en fasse son ennemi. Mais en fait, franchement, militairement parlant, il n'y a pas photo. Bon, d'abord, les Iraniens ne peuvent pas envoyer, à la limite, s'ils avaient une frontière commune, on aurait pu envisager l'éventualité d'une guerre terrestre, avec des tanks, des hélicoptères, etc. Mais là, une guerre entre Israël et l'Iran,
serait une guerre aérienne et de missiles. Et là, franchement, Israël est une énorme puissance. Vous savez que la Chine et l'Inde, enfin, c'est quand même pas, c'est pas Monaco. La Chine et l'Inde sont les deux plus gros clients d'Israël en termes d'armement. Enfin, réfléchissez à ça. Je veux dire, Israël est une énorme puissance militaire. Bon. Donc, il n'a rien à craindre, Israël n'a rien à... Mais il faut en faire un ennemi redoutable. Voilà. Si Ahmadinejad redevenait président, il rendrait un énorme service à Israël et à l'Amérique. Pourquoi? Parce que c'est une tête de Turc que l'Europe, que l'Occident connaît bien déjà. C'est-à-dire, il est déjà, comment dire, l'ennemi de l'Occident. C'est-à-dire, tout le monde, enfin, vous dites, comme tout à l'heure, l'anecdote de tout à l'heure, vous dites Ahmadinejad, tout le monde pense que c'est le diable qui veut détruire Israël, c'est l'antisémite, etc., etc. Bon. Et donc, son image est déjà implantée en Occident et en Amérique. S'il redevient président, les Américains et les Israéliens se frotteront les mains. Parce que le moindre geste et l'Amérique pourrait aller bombarder l'Iran. Enfin, en tout cas, il pourrait y avoir des représailles militaires contre l'Iran. Qu'est-ce que ça donnera, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous savez, l'Amérique et Israël, ce sont des pays qui aiment, qui veulent toujours lancer des guerres. L'Amérique n'a jamais vécu en paix et Israël non plus. Et la plus grande hantise d'Israël, c'est qu'on lui dise, venez, on va signer la paix et on va vivre en paix tous ensemble. C'est la plus grande hantise d'Israël. Israël, et j'ai déjà expliqué, pour des raisons internes et externes, Israël ne peut pas faire la paix. Voilà. On peut lui offrir tout ce qu'on veut, et la Ligue arabe, l'Arabie saoudite lui a offert sur un plateau tout ce qu'il voulait, à condition que, etc. Israël a dit non. Niet. Donc, voilà, ce sont des pays qui ont besoin qui ont besoin d'être en guerre, tout le temps. Voilà. Alors, est-ce que... ah oui, le Hezbollah. Bon, le Hezbollah est intervenu en Syrie. Comment c'est je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette intervention, mais il est certain que l'Iran, pour moi, l'Iran a sauvé l'honneur du monde arabe. L'Iran a sauvé l'honneur du monde arabe. Eh bien, l'Iran, je veux dire, le Hezbollah a sauvé l'honneur du monde arabe. Le Hezbollah a sauvé l'honneur du monde arabe. Parce que c'est le seul mouvement qui a tenu tête à Israël et qui a chassé, écoutez bien, qui a chassé Israël d'un territoire conquis militairement et qu'Israël voulait annexer. Les projets israéliens sont à peu près connus. C'est-à-dire, bon, le Sinaï, Israël a eu beaucoup de mal à le rendre. Énormément de mal. Mais la pression américaine était si forte. C'est à partir de la paix avec l'Égypte que les États-Unis ont commencé à donner 3 milliards de dollars par an à Israël. Mais Israël a laissé l'Égypte, a abandonné le Sinaï en se disant, ok, je vais garder la Cisjordanie, le Sinaï, la Cisjordanie, le Golan et le Sud-Liban qu'Israël a conquis en 1982. Jusqu'au fleuve Litanie. C'est à peu près une vingtaine de kilomètres. Et Israël n'a pas tout de suite, enfin, c'est ça l'intelligence aussi, c'est-à-dire, bon, ils ont occupé le Sud-Liban jusqu'au fleuve Litanie, c'était un des projets du mouvement sioniste initial, c'est-à-dire occuper le Liban jusqu'à le fleuve Litanie, occuper le Golan et occuper l'est du Jourdain, ça veut dire une partie de la Jordanie. En 82, ils ont envahi le Liban jusqu'à Beyrouth, et puis après ils sont retirés jusqu'au fleuve Litanie, où ils ont développé une force chrétienne qu'on appelait l'armée de libération du Sud, l'ALS,
qui étaient payés, voilà, des mercenaires payés par Israël. Et alors, imaginez l'armée israélienne qui s'est construit des blocos. Enfin, moi, j'ai visité le château de Beaufort, qui était transformé en blocos, enfin, avec les hélicoptères, l'infanterie, etc. Et le Hezbollah leur a rendu la vie misérable pendant 18 ans. Et les forces sionistes ont quitté le Liban en 2000, la queue entre les jambes. Voilà. Pour ceux qui ont du temps et que ça intéresse, je les invite à lire le livre Le Beaufort ou à regarder le film Beaufort. Voilà. C'est extraordinaire comment le Hezbollah a battu, vraiment a chassé les sionistes du sud Liban. Et je crois qu'aucun régime arabe n'a réussi ce coup de force. Voilà. Même la Syrie, le Golan est occupé et la frontière avec la Syrie a toujours été la plus tranquille. Maintenant, il est évident, le problème du Hezbollah, c'est que il est installé au Liban. Et donc, comme la force Israël possède une force aérienne, comment dire, sans égale, c'est-à-dire ils ont la maîtrise totale du ciel. Donc, quand il y a une guerre avec le Hezbollah, bon, ils bombardent tout au Liban. Les ponts, enfin, rappelez-vous 2006, enfin, c'est horrible. Ils bombardent des centrales électriques libanaises, enfin, voilà. Donc, c'est des représailles contre le pays d'accueil. Et en même temps, le Hezbollah, bon, c'est quelques milliers de combattants. Donc, il est certain que le Hezbollah a acquis plus d'expérience avec la guerre de Syrie, enfin, plus d'expérience en tout cas. C'est très difficile de juger, mais en tout cas, il s'est certainement aguerri, mais parallèlement, il a perdu probablement, qui c'est ce katana? Ok, merci. Oui, d'accord. Ok, je bloque. Bon, merci de m'avertir. Je sais pas si on peut le bloquer. Bon. Alors, et donc le problème, c'est que bon, la Syrie qui servait quand même enfin, de pays intermédiaire entre l'Iran et le Hezbollah, enfin, est en ruine quasiment. Enfin, je veux dire, vous savez, aujourd'hui, les Israéliens bombardent la Syrie comme ils veulent. Enfin, il y a d'autres qui bombardent, mais bon. Ne faites pas attention, la prochaine fois quand je les verrai, je le bloquerai. Et ben, le Hezbollah, il a été déclaré par la Ligue arabe un mouvement terroriste. Enfin, voilà, le monde arabe, il est arrivé à un point de déchéance tel, bon, je ne sais pas comment le bloquer, ce con. Bon, en tout cas, dès que je le vois, je bloque. Le monde arabe est arrivé à un point de déchéance tel que le Hezbollah, le seul mouvement de résistance qui a réussi à chasser Israël d'une occupation de territoire, il est déclaré mouvement terroriste par la Ligue arabe. Mais malheureusement, enfin voilà l'état où on en est. Enfin, je veux dire, le monde arabe est dans un état de déliquescence, un état de soumission, un état de faiblesse tel, enfin, c'est à pleurer quasiment. Enfin, je veux dire, les grands pays unitaires qui ont essayé de développer des États nationaux ont été réduits au silence, enfin ont été détruits. Bonsoir Donia Khan, bonsoir Chira, et les autres, ils ont la trouille. Les pays du Maghreb, l'Égypte et les pays du Golfe sont quasiment, enfin,
euh, il ne reste plus qu'à adopter l'étoile de David comme emblème pour l'Arabie Saoudite. Ça leur ira très bien. Alors, Laurent Mosé, excusez-moi si je réponds pas à toutes les questions, mais vous savez, je note toujours les questions et j'y répondrai. Mais bon, voilà. Laurent Mosé me demande, le grand Israël, est-ce un fantasme en réalité? Alors, vous savez, moi, bon, Israël a un problème démographique, c'est-à-dire une extension territoriale n'est possible que s'il arrive à coloniser. Évidemment, il peut, par exemple, pour moi, la Jordanie est un protectorat israélien. C'est-à-dire que la Jordanie ne bouge pas le petit doigt sans l'accord d'Israël. Bon, enfin non, de temps en temps, on permet aux souverains, entre guillemets, jordaniens, de dire que ce qui se passe à Jérusalem n'est pas bien. Voilà. Mais avec l'autorisation du maître sioniste, il n'y a pas de souci. On lui permet. Bon. Je vous ai raconté l'anecdote sur la Jordanie. Vous savez, un jour, j'avais lu, il y avait quelqu'un qui il y avait je sais pas, quelqu'un qui avait vu une route de l'autre côté du Jourdain et que le jardinier n'utilise jamais. Une belle route, enfin, le long du Jourdain. Et quand il a demandé, il a dit, voilà, les Israéliens ne veulent pas qu'on utilise cette route. Ah bon? Oui, voilà, ben, quand il y a une voiture qui passe, il la bombarde. Et donc, les Jordaniens ont fini par arrêter. Et ben, j'ai lu récemment un livre de, comment il s'appelle, le carnet arabe. Bon, le nom me reviendra. Le carnet arabe, c'est un écrivain très connu qui est allé en Jordanie en 1970. C'est très intéressant parce qu'il a écrit en 1970 et il nous replonge dans cette atmosphère de conquête sioniste qui venait d'avoir lieu, etc. Et comme c'était un invité officiel du gouvernement, il a pu se déplacer dans une voiture officielle, enfin avec l'aide du gouvernement et des autorités, etc. Et il avait dit, il avait remarqué que tout l'est du Jourdain, toute cette partie n'était même pas cultivée. Alors que c'est une belle région. Quand il lui a demandé, il a dit, les Israéliens nous empêchent de cultiver. Écoute, pourquoi? C'est comme ça, voilà. Quand on commence à cultiver, ils nous bombardent. Et donc, on a arrêté. Donc, peut-être, il est certain que, vous savez, dans les premières cartes de Palestine, des années 20 et 30, quand les sionistes avaient dressé leur carte et commencé à installer des colonies, ils avaient déjà installé des kibbutzim, donc les futures colonies, à l'est du Jourdain et en haut du Golan. Donc, en fait, c'était déjà en préparation. Et donc, en fait, le grand Israël, enfin, le grand Israël qu'on dessine jusqu'à l'Euphrate, pour moi, c'est un fantasme. Voilà, c'est pas que les Israéliens n'en voudraient pas, mais les Israéliens disent souvent, ah, si on était 15 millions ou 20 millions. Là, oui, si tous les Juifs s'y déversaient, s'ils étaient 15 millions, là, oui, ils boufferaient la Jordanie, ils boufferaient une partie de la Syrie, de l'Irak, etc. Mais là, avec leurs 6 ou 7 millions de Juifs, c'est pas possible. Et donc, et déjà, enfin, bon, le Golan, à mon avis, il est quasiment dans la poche, puisque Israël a demandé officiellement que l'annexion du Golan soit reconnue par la communauté internationale. Donc, au point où en sont les choses, pourquoi pas après tout. Et la Cisjordanie, bon, à la limite, on donnera aux Palestiniens un petit bon tout ce temps, et encore, et encore. Et donc, finalement, ce sera une conquête de fait. Et je pense que les Israéliens, les sionistes, profiteront de n'importe quelle occasion. La prochaine occasion, il y aura des mouvements militaires, etc., pour occuper l'autre rive du Jourdain. Donc, c'est pas un fantasme dans le sens où Israël ne s'est jamais contenté des frontières de 47, 48. Ça, c'était un leurre.
Et donc, ils essaieront, peut-être qu'ils n'ont pas oublié, ils n'ont pas perdu l'envie de conquérir le Sud-Liban. Ils attendent toujours, après tout, ils ont le temps, ils ont des plans, et ils le feront le jour où ça sera possible de le faire. C'est-à-dire, c'est pas militairement parlant, le jour où les circonstances de l'actualité, des guerres, leur permettront de le faire. Voilà. Donc c'est pas un fantasme, c'est vraiment une réalité. Alors, Marwan Pasqua me demande, serons-nous témoins de la chute libre d'Israël? Ça veut dire la chute libre d'Israël. Enfin, c'est comme ça que je comprends la question. À mon avis, oui. J'ai toujours, je pense vraiment qu'historiquement parlant, oui, c'est bien, Adel Hamoudi me dit, Gabriel Matzneff, c'est ouais, l'auteur qui a écrit le carnet arabe. Merci, Adel. Israël est une, comment dire, est une enclave dans une terre étrangère qui le rejettera. C'est-à-dire, c'est un élément étranger qui ne peut pas, et d'ailleurs on l'a vu, c'est un élément hostile et étranger qui ne peut pas s'intégrer à la région, comme les croisés, comme d'autres. Et donc, aujourd'hui, bien sûr, ils ont l'appui de l'Europe, l'appui de l'Amérique, la soumission du monde arabe. Donc on a l'impression qu'ils peuvent tout faire. Mais vous savez, l'histoire, c'est quelque chose, c'est du long terme. Il faut pas voir ce qui va se passer dans quelques années. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Israël est un pays qui a perdu, et ça, je regrette que les Palestiniens et les Arabes ne voient pas ce côté-là, qui est très important. Israël perd de plus en plus de sa légitimité. Ça, c'est très important, la légitimité. Prenez les Européens. Israël a une... il y a une question qui me fait rigoler, mais bon, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions rigolotes, non. Bon, ça me fait perdre le fil de ma pensée. Voilà. De plus en plus, l'image d'Israël se dégrade. Et elle se serait dégradée malheureusement beaucoup plus vite s'il n'y avait pas ces fausses négociations avec les Palestiniens. S'il y avait une occupation militaire réelle, ouverte, violente, le monde entier se dira « oula, oula ». C'est pas possible, il faut qu'on arrête ce monstre. Seulement, aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y a une occupation. Ah, si, mais il y a un gouvernement palestinien quasiment, il y a un président, il est invité par Trump. Alors, vous voyez, donc on dit le président de l'autorité palestinienne, le ministre des Affaires étrangères, etc., etc. Mais en fait, de plus en plus, enfin en tout cas, l'image d'Israël, et il est vrai qu'il y a des tentatives. Pourquoi, par exemple, on ressort depuis 20-30 ans, on ressort l'histoire de la Shoah, de l'antisémitisme. Aujourd'hui, on traque l'antisémitisme partout. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, pour obliger Trump à revenir à un soutien total des Juifs et à combattre l'antisémitisme, qui n'existe pas aux États-Unis, mais comme par hasard, il y a 150 appels, évidemment tous faux, de bombes, ou enfin, etc. Mais dans toutes les universités, même américaines, canadiennes, européennes, allemandes, etc., il y a un sentiment anti-israélien qui monte. D'où la hantise de tous ceux, comme par exemple Manuel Valls, qui veulent interdire toute critique d'Israël, en assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme. Mais ça aussi, à un moment donné,
Les gens en ont ras-le-bol, ils en ont jusque-là de cette soumission au lobby. Regardez ce qui s'est passé, il y a eu un dessin sur Macron. Bon, Macron habillé en banquier. Et tout de suite, c'est un truc antisémite, ça rappelle les heures sombres. Et puis tout le monde s'excuse, etc. Mais jusqu'à quand ça va durer? Qu'est-ce que vous croyez? Et donc, Israël est un élément qui ne peut pas faire la paix. Donc c'est un élément que c'est comme, comment dire, c'est comme un caillou dans une chaussure. Et vous savez, par exemple, enfin, je vais vous donner juste le dernier exemple. Il y a 2 jours, il y avait un soldat jordanien qui, il y a 20 ans, a tiré sur un groupe d'écolières juives israéliennes qui se baladaient en Cisjordanie. Je crois qu'il a tué 7 ou 8. Bon. Il a été condamné à perpétuité, mais la loi jordanienne l'oblige à le libérer après 20 ans. Sinon, la Jordanie ne voulait pas. La peur d'Israël tétanise le pouvoir jordanien. Je vous dis, le pouvoir jordanien, il est tétanisé par, comment dire, je sais pas comment le bloquer, ce connard. Bon, enfin, bon. J'essaierai de le bloquer plus tard. Il est tétanisé, donc il n'y a pas eu de libération anticipée ni rien. Et le roi Hussein, imaginez, il était en voyage officiel. Il a pris l'avion, il est allé en Israël, il s'est mis à genoux devant les familles qui avaient perdu leurs enfants. Est-ce que vous imaginez Netanyahou faire ça quand il y a des terroristes sionistes, quand le terroriste qui avait assassiné 29 fidèles dans la mosquée de Hébron, est-ce que le dirigeant sioniste est allé s'incliner? Enfin, je veux dire, bon, eh bien, il a été libéré. Bon, il y a 2 jours. Il a été fêté comme un héros. Donc, vous savez, le sentiment des peuples arabes, il est profond. Il ne changera pas. Donc, les chefs peuvent trahir, ils peuvent collaborer, etc. Mais le sentiment antisioniste, il est là et il ne fait que se renforcer, il ne fait que se développer. Et Israël est acculé, comme il ne peut pas faire la paix. Il va vers une course folle de harcèlement, de domination. Regardez par exemple, comme on a parlé tout à l'heure de l'appel à la prière. Et donc, laissez ce connard tranquille, je vais le bloquer tout à l'heure. Juste, j'aimerais bien noter son nom, comme ça je vais le bloquer, il n'y a pas de souci. Et donc, bon, ça viendra, comment dire, c'est comment on peut presque dire, c'est historiquement inscrit dans l'histoire. Un pays comme ça, il ne peut pas survivre à tout, il ne peut pas dominer tout le temps. En tout cas, c'est ma conviction. Parce que Israël, il est poussé dans son extrémisme. Il est poussé à devenir de plus en plus violent, de plus en plus mystique, de plus en plus religieux, de plus en plus raciste. C'est une évolution à laquelle il ne peut pas échapper. Donc il s'éloigne de toute solution politique et même, enfin, je veux dire, même des gens comme Merkel, etc. Combien de couleuvres ils avalent? Mais jusqu'à quand ils peuvent avaler des couleuvres? Il y a une nouvelle classe qui arrive, de nouveaux intellectuels, etc. Et donc, vous savez, un jour ou l'autre, c'est-à-dire des voix s'élèvent. Et donc nous devons contribuer à délégitimer Israël, à délégitimer le sionisme en tant qu'idéologie raciste et dominatrice. C'est ça le truc. Et c'est ça, malheureusement, que beaucoup d'Arabes, enfin, de dirigeants arabes, d'élites arabes, n'ont pas compris. Enfin, comment on peut être aussi bête et stupide de ne pas comprendre ça?
je ne veux pas citer des nationaux de certains pays, mais je trouve que voir enfin, à la limite, bon, des politiques sont obligés, mais voir des intellectuels, entre guillemets, des écrivains, des journalistes, aller cirer les pompes des sionistes, moi, enfin bon, ça me fait mal au cœur, mais vous savez, la trahison, ça a toujours existé, enfin, c'est pas nouveau dans le monde. Alors, donc, voilà, à mon avis, enfin bon, on le verra, parce que c'est quelque chose, c'est inéluctable, parce que c'est un régime qui ne peut aller qu'en s'extrémisant. Voilà. Et quand je dis que Netanyahou est un modéré, attendez de voir la suite. Et vous allez voir ce que c'est. Il faut entendre les discours des sionistes. Il faut les entendre. C'est un système qui va de plus en qui s'enferme. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont de plus en plus religieux. Enfin bon. Sauf que malheureusement, comme je l'ai dit, je crois, dans une vidéo, les sionistes possèdent 6 sous-marins nucléaires, 5 ou 6, enfin bon, ou le 6e est en route, qui se baladent en mer Méditerranée et en mer Rouge, avec des centaines de têtes nucléaires. Et croyez-moi, connaissant la mentalité de ces gens-là, enfin de ces nouveaux dirigeants mystiques et intégristes, je veux dire, les autres à côté, c'est des rigolos. Je vous assure, quand on me parle des islamistes et des fondamentalistes, etc., mais les intégristes sionistes, enfin, les autres, les musulmans à côté, c'est des rigolos. Il faut voir enfin, ce que c'est. Il faut vraiment les entendre. Et donc, voilà, si un jour, enfin bon, l'avenir le dira. Vous savez, l'humanité n'a jamais fonctionné selon la raison. Voilà. En 1967, on aurait pu trouver une solution. Il n'était pas trop tard. De Gaulle l'avait dit. Mais vous savez très bien que l'humanité ne fonctionne pas selon la raison. Et donc, nous assisterons peut-être, à un feu d'artifice. On ne sait jamais. Alors, donc, je pense, oui, je crois que il me reste une question. Oui, Fatima Ben Ali me demande le privilège nucléaire israélien. C'est en fait qui a livré, enfin, qui a initié Israël à la bombe atomique. C'est la France des socialistes dans les années 50. Et il faut, enfin, évidemment, vous êtes jeune, vous ne connaissez pas un peu comment dire, l'état d'esprit de l'époque. C'était, les gens s'étonnent aujourd'hui de l'état d'esprit pro-israélien jusque dans les années 80. Je vous rappelle qu'en 1967, Israël a lancé la guerre contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Il a lancé une guerre préparée des années en avance. Et l'Occident, en France, à Paris, il y avait 100 000 personnes. Et à leur tête, Jean-Paul Sartre, imaginez ça, qui manifestaient pour la survie d'Israël. Oh, c'est extraordinaire, enfin, je veux dire, comme entourloupe, comme propagande, c'est fantastique. Il faut dire aussi que les Arabes, à l'époque, il y avait un chef de l'OLP, qui s'appelait Choukair, qui avait dit « nous allons jeter les Juifs à la mer ». Mais il était incapable même pas de tenir un fusil, ce connard. Mais bon. Alors, vous savez, la propagande sioniste, il faut savoir. Hein. Donc, nous allons jeter les Juifs à la mer. Et donc, après la Shoah, ça a été... Donc, Israël avait quasiment carte blanche. Israël a conquis l'Égypte et le monde a poussé un soupir de soulagement. Enfin, Israël n'a pas on n'a pas jeté les Juifs à la mer. Bon. C'est vous dire l'état d'esprit. Vous savez, quand Israël a chassé 95%, le nettoyage ethnique de 48 quand même, c'était terrible, c'était horrible.
pratiquement aucun journal français n'en a parlé, à part l'Acran, qui avait écrit un petit article. Tellement Israël était... non, je ne voterai pas pour Asselineau. Et je dirai peut-être la prochaine fois pourquoi. C'est ça qui est terrible. Ça veut dire qu'Israël avait quasiment carte blanche. Et les autres États étaient tellement tétanisés par la Shoah, il faut dire qu'ils avaient aussi un sentiment de culpabilité. Parce que, bon, enfin, peut-être je reviendrai une autre fois là-dessus. Et donc, bon, c'est quelqu'un avait dit, je ne sais plus qui, l'Europe a payé la dette qu'elle avait vis-à-vis des Juifs en déchargeant la culpabilité sur la Palestine. Voilà. Et ça, c'est terrible quand même, c'est dramatique. C'est-à-dire, bon, on vous a fait du mal, mais voilà, vous allez vous occuper des Palestiniens, vous allez les chasser, vous allez prendre leurs terres, faites ce que vous voulez, vous avez carte blanche, et comme ça, nous, on se lave les mains de notre culpabilité. C'est ça exactement. Et je regrette de ne pas avoir, parce que c'est quelqu'un qui avait écrit un livre, je crois à peu près, je sais pas le titre, c'était le complexe de culpabilité de l'Occident, enfin quelque chose comme ça. Bon. Mais en fait, c'était le résumé, c'est ça, c'est-à-dire que l'Europe se lave de sa responsabilité morale vis-à-vis des Juifs en abandonnant la Palestine aux sionistes. Voilà, faites ce que vous voulez. Et donc, dans cet état d'esprit, dans les années 50, les socialistes français, avec Guy Mollet, en plus, ils étaient en guerre contre l'Algérie, donc ça facilitait, contre l'Égypte, contre le monde arabe, donc ça facilitait les choses. Donc, les Juifs ont dû leur dire, voilà, nous sommes menacés d'extermination, il nous faut la bombe atomique. Donc, ils les ont aidés à développer la bombe atomique. Quand Kennedy est arrivé au pouvoir, il a vu tout de suite le danger que représentait cette bombe atomique israélienne. Et il a voulu y mettre un terme. Il y avait une période de temps. Vous savez, ceux qui pensent que les États-Unis ont toujours été derrière Israël, c'est pas vrai. C'est à partir des années 70 qu'ils ont vraiment joué la carte Israël. Et je dirai ça une autre fois pourquoi. Et donc, comment dire, il y a eu vraiment des pressions des Américains sur Israël pour contrôler même, pour envoyer des observateurs et contrôler le truc nucléaire de Dimona, la centrale nucléaire de Dimona. Une des raisons, probablement, pourquoi la CIA a assassiné Kennedy, c'est un peu ça aussi. Hein. Et donc, Israël, à partir des années 60, est devenu de plus en plus intouchable. C'est-à-dire, il rendait des services énormes à l'Occident. Le monde arabe, qui était un monde de turbulence, d'agitation, qui voulait s'unifier derrière Nasser, qui voulait la révolution, qui voulait les nationalisations, etc., a trouvé en Israël un chien de garde fantastique. C'est-à-dire, quand un régime arabe, comme l'Égypte, par exemple, ils lui ont cassé les reins. Voilà. Vous savez, on n'a pas idée de ce qu'a pu représenter l'Égypte dans les années 50 et 60. Les espérances qu'a soulevé ce pays. C'était fantastique. Aujourd'hui, l'Égypte est un sous-État. Il a, enfin, je veux dire, je veux dire, moi, j'avais beaucoup d'admiration pour Saddam Hussein, pour Kadhafi, construisait un État. Mais l'Égypte, enfin bon, voilà. Mais ça, c'est tout le monde arabe aujourd'hui, il marche droit. Grâce à qui? Bon, voilà. Et donc, Israël est devenu, comment dire, un élément indispensable à l'Occident, de par ses services de renseignement, de par ses technologies militaires, de par son influence en Afrique orientale, par exemple, le Kenya, l'Ouganda, etc. Et donc, on lui passe certaines choses. On lui passe certaines choses et en même temps, on a peur. Parce que
vous savez, on dit qu'il ne faut pas chatouiller les moustaches du tigre, de peur de le réveiller. Et seulement Israël rentre de plus en plus dans ce rôle et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'en fait, la puissance lui monte à la tête. Ils sont devenus d'une arrogance incroyable. Enfin, les Israéliens aujourd'hui, regardez par exemple la résolution du Conseil de sécurité. Je veux dire, c'est quand même la voix de la communauté internationale qui dit il faut arrêter, s'il vous plaît, avec des formes, hein, s'il vous plaît, vous êtes gentils, arrêtez un peu de coloniser, pas trop quand même, s'il vous plaît. Mais la semaine d'après, il dit 6 000 logements. Voilà, un doigt d'honneur. Enfin, il faut voir. Enfin, vous savez, Netanyahou a poussé le culot jusqu'à dire qu'il veut poursuivre les 3 pays du Maghreb pour avoir chassé les Juifs comme les réfugiés palestiniens. Il veut des indemnités de plusieurs milliards de dollars. Mais aujourd'hui, les Israéliens peuvent tout demander, ils peuvent quasiment tout obtenir. Par exemple, il y avait une résolution de l'ONU de 1973 assimilant le sionisme au racisme, ce qui est une évidence. Eh bien, il a été annulé il y a 10 ans, 10 ou 15 ans. Israël a demandé que c'était insupportable. Et d'ailleurs, Israël est en train de demander que la résolution de l'UNESCO soit annulée, que la résolution du Conseil de sécurité soit annulée, etc., etc. Aujourd'hui, les Israéliens sont arrivés à un tel degré d'impudence, d'arrogance, que, je veux dire, je pense que même les amis d'Israël, c'est-à-dire les gouvernements, etc., ils se disent, mais, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Voilà. Mais bon, mais c'est ainsi, et probablement c'est une des raisons qui feront que Israël va de plus en plus dans une impasse insoluble. Voilà, comme on dit, le train fonce droit contre le mur et il ne peut plus s'arrêter. Il ne peut plus reculer, il ne peut plus s'arrêter. Voilà, on assiste à ça. Notre objectif, notre but, c'est de montrer cette fragilité israélienne. Parce que franchement, pour moi, c'est un colosse au pied d'argile. C'est-à-dire dans le sens où il y a de moins en moins de légitimité. On pose même la question de son existence. Je veux dire, à quoi ça met tout ça? Regardez, il a mis la région à feu et à sang. Et donc, voilà, il faut dire la réalité sioniste dans les territoires, en Israël, vis-à-vis des Arabes. Il faut que les Arabes prennent conscience du racisme israélien. Enfin, moi, je n'en reviens pas de voir des Arabes discuter avec des sionistes. C'est-à-dire, quand je vois un écrivain dont je ne citerai pas le nom tellement moi ça me dégoûte, qu'il aille à Jérusalem occupé parler de paix avec les occupants. Un écrivain arabe et musulman. Enfin, je veux dire, comment on peut faire une chose pareille? Comment on peut faire une chose pareille avec des gens qui haïssent, qui méprisent les Arabes? Vous savez, c'est le seul pays au monde où, dans les stades, on peut crier « Mavet la-Arabim », ça veut dire « mort aux Arabes », et il ne se passe rien. Vous pouvez mettre des autocollants sur votre voiture ou disant « Mavet la-Arabim », mort aux Arabes, et il ne se passe rien. Enfin, il faut... je veux dire, comment les Arabes comment les élites arabes manquent-elles autant de dignité? Enfin, franchement, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Comment on manquait de... Enfin, quand même. C'est un pays qui méprise, qui humilie les Arabes. Il faut voir comment ils les méprisent. Alors, quand je vois je veux dire, bon, les hommes politiques, enfin, ils sont peut-être obligés. Enfin, les autres, quand même. Non, c'est pas Tahar Ben Jelloun, je vais vous dire, c'est, comment il s'appelle l'Algérien? Bon, j'ai un trou de mémoire, voilà. C'est un Algérien, voilà. Il est très copain avec Bernard-Henri Lévy à Paris. C'est la coqueluche des milieux juifs en France. Et il l'adore, voilà. Finkielkraut l'adore, Bernard-Henri Lévy l'adore.
Comment il s'appelle déjà? Bon, il y a quelqu'un qui va me le dire, j'espère, non? Bon, tout à l'heure, je l'avais sur le bout de la langue, je voulais pas le dire, mais enfin, bon, pourquoi pas, après tout, voilà, l'image du traître. Enfin, c'est-à-dire du gars qui n'a aucune dignité, enfin, je veux dire, qui cire les ponts. Enfin, non, c'est pas Daoud. Non, c'est pas Kamel. Oh, zut, bon. Non, c'est pas Kamel Daoud. Bon, en tout cas, je vais attendre encore quelques instants. Non, c'est pas Sifawi, c'est un écrivain algérien. Non, c'est pas non, c'est pas bon. Non, c'est pas Sifawi. Non, c'est pas Mohamed Sifawi. C'est un écrivain algérien. Il a des lunettes ovales, d'une chevelure grisonnante. J'espère pas que c'est lui, non? Qui? Bon, ben je vois pas son nom pour le moment. Non, c'est pas. Non, Chalgoumi, c'est même pas un écrivain. C'est un crétin, Chalgoumi. Non, celui-là, il écrit bien. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est terrible. Je veux dire, c'est un bon écrivain. Mais je sais pas pourquoi. Voilà, il s'est mis avec les sionistes à Paris. Peut-être. Non, c'est pas ça. Non, c'est peut-être pour avoir le prix Goncourt, j'en sais rien. Il a eu un prix d'ailleurs. Il a eu un prix, je crois, de l'Académie française. Mais enfin, partir à Jérusalem. Jérusalem occupée. Voilà, Boualem Sansal. Merci à Adel Hamoudi. Adel Hamoudi, aujourd'hui, m'a sauvé de 2 trous de mémoire. Bravo, Adel. Voilà, Boualem Sansal. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va à Jérusalem. Ouais, non, tous les Arabes ne sont pas des traîtres, moi. Il va à Jérusalem. Enfin, c'est ça qui est terrible quand même. Discuter de paix dans une Jérusalem occupée, colonisée, judaïsée, où les musulmans vivent sous la terreur sioniste. Bon. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, enfin non, on se reverra je vous dirai quand. Donc, continuez à m'envoyer vos questions. Vous voyez que je réponds à vos questions. D'ailleurs, moi, j'ai pas envie, quelqu'un m'a demandé de traiter un sujet comme ça, décidé à l'avance. Ça ne m'intéresse pas vraiment parce que j'ai des vidéos. N'oubliez pas d'aller voir ma chaîne YouTube. C'est là où je regroupe mes directs et mes vidéos. Et donc, voilà, bonne soirée, bonne semaine. Et je vous dirai pour la prochaine, ça sera probablement mercredi ou jeudi. Donc, allez, au revoir.